Podcast Factory. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est Christophe Juville, fondateur du réseau de cantines urbaines SPOC. Cet autodidacte marseillais à la réussite inspirante est à la tête aujourd'hui d'une 40aine de restaurants dans 14 villes de France. Porté par son équipe, il a des projets plein la tête, l'envie de faire bouger les lignes et de s'offrir de nouveaux challenges. Marseille reste son port d'attache et il en parle avec énormément d'affection et de lucidité. Avant de vous laisser découvrir notre conversation, je profite de ce premier épisode en 2020 pour vous souhaiter une merveilleuse année, pleine de bonheur, de santé et de réussite. Bonne écoute. Bonjour Christophe. Bonjour Caroline. Ravie de te recevoir dans Cité Radieuse. Je suis ravi de te recevoir également. Chez toi. Chez SPOC. Chez SPOC, le premier en plus. Le premier, l'historique. Le premier de la rue de Lully. Christophe, si je te dis Marseille, qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit ? Le soleil, la lumière, tout de suite là, comme ça, spontanément, c'est les deux éléments qui me viennent à l'esprit. Christophe, tu es le fondateur d'un réseau de cantines urbaines, comme vous le dites, SPOC donc, on vient de le dire. Un réseau en plein boom avec 10 enseignes à Marseille, 25 en tout, c'est ça, partout en France, dis-moi, 11 à venir. 28 en France qui sont actuellement ouvertes. Il y en a quasiment une dizaine à venir pour le premier trimestre 2020. Donc on sera quasiment à 40 points de vente d'ici fin mars, je pense. Donc un succès phénoménal, mais avant de revenir sur cette réussite exceptionnelle, on va parler un petit peu de toi. Tu es né à Marseille. Quelle a été ton enfance ici, ta scolarité ? Je suis né à Marseille dans un quartier qu'on appelle Félix Piat. C'est un quartier dit quartier sensible, quartier nord de Marseille. Ouais. J'ai été scolarisé jusqu'à l'âge de 15 ans, donc début de troisième, milieu de troisième. J'ai quitté l'école à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que c'était l'environnement et puis c'était pas évident d'étudier dans les conditions dans lesquelles j'étais, scolairement j'entends. Et puis il y avait certainement pas l'envie aussi de le faire à cette époque-là. Et puis voilà, j'ai été donc déscolarisé. Milieu, fin de troisième. Et puis, il a fallu très rapidement trouver une voie. La voie a été naturellement chez moi, du reste, la voie de la restauration, l'hôtellerie-restauration. Et j'ai intégré l'école hôtelière à l'âge de 15 ans pour faire un apprentissage en cuisine. À quelques pas d'ici, d'ailleurs, un restaurant qui s'appelait La Ferme, rue Sainte. Ouais. Donc, c'est assez drôle. Donc j'ai commencé assez tôt, au final, à l'âge de 15 ans, en tant qu'apprenti cuisinier. Et puis j'ai passé les diplômes dans l'hôtellerie au lycée hôtelier de Bonneveine. Ouais. J'ai passé le diplôme de cuisinier, serveur et mention complémentaire, ce que l'on appelle mention complémentaire barman. Voilà. D'accord. Et je me suis accompli pendant 5 ans à l'école hôtelière, en ayant fait des stages à Cannes, entre autres, à Nice, à Paris. Et je suis revenu à Marseille à l'âge de 20 ans. Et tu étais sûr d'avoir trouvé ta voie ? Oui. Cette détermination, cette audace qu'il faut pour entreprendre, parce que là, tu travaillais pour d'autres, tu l'avais en toi, tu l'as toujours eu en toi ? Oui. Je ne sais pas si c'est étrange, mais en effet, il y a eu très tôt cette fibre entrepreneuriale que j'avais et
je le sentais, je le savais, ou du reste, j'avais vraiment cette envie qui était très forte de travailler pour moi rapidement et de créer, de m'épanouir et d'accomplir dans ce secteur de l'hôtellerie. Donc, en clair, d'ouvrir un restaurant, quoi. Et je vais même te dire mieux, j'avais cet embryon et le projet d'ouvrir une chaîne de restaurants, du reste, plusieurs restaurants. Tu le savais déjà? Ouais, Ouais. assez tôt, ouais, étrangement, je sais pas. Tu l'avais en toi. Alors pourquoi justement avoir fait le choix de la restauration rapide? On est en 2005, on le rappelle, donc c'était pas Oui. très en vogue à l'époque. Le 17 novembre 2005, parce que j'étais parti du constat qu'il fallait manger rapidement, sainement. On a pris quand même le parti pris assez vite et dès la naissance du projet d'offrir à notre clientèle des produits qui étaient frais, qui étaient cuisinés sur place, avec des cuisines ouvertes. Et puis, l'idée, c'était un rapport qualité-prix qui pouvait défier toute concurrence, entre guillemets. C'était vraiment manger sainement, rapidement, dans un cadre que l'on connaît aujourd'hui, qui sont normalement des cadres agréables. Et puis, avec tous les paramètres qui vont autour de la musique et voilà, dans un lieu dans lequel on se sent bien et l'expérience client est hyper importante chez nous. Oui, parce qu'il y a une vraie identité, on va y revenir plus tard. Pourquoi ce nom, Spock? À l'époque, on collaborait sur le premier Spock, on était avec les Galeries Lafayette et les Galeries Lafayette m'ont appelé au risque de te décevoir. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas d'histoire. Alors, je vais essayer d'être concis. Les Galeries Lafayette m'ont demandé de trouver un nom très rapidement, car il fallait le déposer et puis envoyer toute la com autour. Donc j'étais à ce moment-là dans un célèbre magasin d'ameublement et je tombe sur une horloge avec comme titre qui s'appelait Spock. Donc avec un E. Et j'ai retiré le E et j'ai gardé Spock, mais cependant j'étais quand même attaché au personnage que l'on connaît tous de Star Trek, Spock. Parce que je n'étais pas fan de Star Trek, mais en revanche, le personnage m'a toujours attiré par son côté très neutre, très loyal, assez froid, mais pas trop non plus. Enfin, tu vois, il y avait tout J'ai sacralisé vachement ce personnage, et tout naturellement, ça s'est mis en corrélation avec ce nom d'horloge, et c'était naturel de l'appeler Spock, voilà. Et je trouve que maintenant c'est bien, quoi. Bon, après ça s'est fondu dans le décor, mais ça voilà. se retient bien, c'est parfait. Alors restauration rapide, certes, mais tu prouves avec Spock que ce n'est pas forcément lié à médiocrité, bien au contraire. Donc Merci. toi, tu voulais une offre créative, saine, savoureuse, et dans un joli écrin, dans 2 jolis écrins, parce qu'il y en a tellement maintenant. Donc Spock, c'est un ton, une ambiance, une identité, on le disait. Qu'est-ce qui t'inspire? Comment tu l'as imaginé, ce concept? Il a vraiment évolué avec le temps, bien sûr, parce que ça fera bientôt 15 ans. On les fêtera l'an prochain. Donc du coup, tu te doutes bien naturellement qu'il a considérablement, il a évolué et j'ai plutôt le sentiment, modestement, d'avoir toujours un petit quart d'heure d'avance. Enfin, du reste, on fait tout pour. Voilà. Et ce qui m'a inspiré, c'est beaucoup de voyager, donc de voir ce qui se passe dans des grandes métropoles, dans des grandes capitales comme Londres, New York, évidemment, ça nous vient tout de suite à l'esprit. Et puis récemment le Japon. Donc, c'est prendre et surtout Paris. Je vis à Paris la moitié de mon temps. Et Paris, c'est quand même... on va souvent chercher ailleurs ce que l'on a chez nous en France, et notamment à Paris, qui est le berceau culinaire. Pour moi, c'est un des poumons mondiaux de la gastronomie, parce qu'il y a beaucoup de cultures aussi qui sont embrassées à Paris. Donc, culinairement parlant, c'est hyper riche. Les concepts sont très forts. Donc, il y a un niveau, je dirais même, il y a un niveau de compétition à Paris dans la restauration qui est quasi inégalé, quoi. Alors peut-être oui, allez, Londres et éventuellement New York, mais sincèrement Paris, c'est pour moi ça reste une place hyper importante dans le monde pour la restauration, tant sur des concepts qui sont hyper différents les uns des autres, mais
souvent très bien. Alors bon, il n'y a pas que ça évidemment, mais je constate que c'est très inspirant comme ville. Combien de Spock à Paris, justement? Actuellement, À il y ce en a jour? 5. Ouais. On en a signé un hier matin, donc à la Défense pour être précis. Et visiblement, on en a signé un ce matin à 11h30 aussi. Il faudrait que j'ai pas eu le temps encore de regarder les mails, mais j'ai vu un objet avec noté c'est OK, on a signé ce matin. Enfin, je croise les doigts, j'espère que ça va pouvoir fonctionner. Dans le centre de Paris aussi, dans le 9e. Donc je suis très content parce que c'est un quartier que j'affectionne particulièrement parce que j'y vis déjà. Ouais. Et puis surtout, je sais qu'il y a un poumon économique dans ce quartier-là qui est assez important. Donc pour répondre concrètement, ça fera 7 et on a encore 3 autres dossiers d'ici la fin de l'année à implanter. Si c'est pas grave si ça se fait plus tard. Mais voilà, donc je pense j'espère qu'on arrivera à une petite dizaine d'ici peu, quoi. Et puis pour les voyageurs et qui passent régulièrement par la gare de Lyon, vous avez vu récemment, vous avez fait un super coup de com'. La SNCF nous a fait confiance 2 années d'affilée, l'an dernier et cette année, et ils nous ont sollicité de nouveau là, il y a une semaine pour 2 autres gares auxquelles il faudrait qu'on réponde assez rapidement d'ailleurs. Voilà, donc j'ai presque envie de lancer un appel à candidature un appel d'offres parce que ce sont deux belles gares qui sont très importantes et je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir assurer l'opérationnel. Donc il va nous falloir des partenaires, enfin des candidats qui soient sérieux bien sûr, mais surtout chevronnés pour pouvoir tenir ce niveau parce que les gares, c'est beaucoup de monde, quoi. Là, à la gare de Lyon, c'était sur le parvis. Oui, la gare de Lyon, c'était sur le parvis, c'était chouette. Inratable. Inratable, en effet, et c'était d'autant plus génial que j'avais plein de messages. Je recevais très régulièrement des messages j'ai même un doute de savoir si un jour tu n'avais pas posté une story. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ça m'avait touché au même titre que et les copains et les clients qui passaient et qui postaient des stories en taguant Spock dessus ou qui me taguaient dessus. J'étais très touché de toutes ces attentions-là parce que eux-mêmes étaient sensibles au fait que ce soit Marseille sur le parvis de la gare de Lyon. Donc il y avait vraiment ce côté comment je pourrais dire, je cherche le mot, mais non pas chauvin, mais bon, il y avait cette fierté marseillaise qui était représentée. Moi, je l'ai vécu comme ça. Ouais. Parce qu'il y avait 2 choses. Il y avait Spock, et j'ai tagué aussi mon amie Mona Grid, que j'ai reçue dans Cité Radieuse, et qui avait fait la photo. Voilà, ouais. Tout à fait. Et d'un coup, il y avait un petit côté Marseille à Paris qui était vachement sympa quand je suis sortie du train. Je me souviens de ta photo, ouais. Alors concrètement, pour donner envie à celles et ceux qui nous écoutent, on peut manger quoi chez Spock ? Alors, on peut manger. L'offre a aussi bien évolué dans le sens qu'aujourd'hui, on propose de plus en plus de plats du jour. Alors, on en a toujours proposé d'ailleurs dès le premier jour, mais là, on s'est vachement développé sur l'offre plats du jour. Donc aujourd'hui, on a 3 voire 4 plats du jour différents tous les jours qui changent, donc sur place à emporter. On a également une gamme de ramen. Donc en ce moment, on a typiquement le ramen en collaboration avec American Vintage, qui est un ramen au poulpe. Également, on a des soupes. Donc au regard de la saison, évidemment, c'est parfait. Ensuite, on propose une gamme de sandwichs. Donc on a 3 voire 4 recettes selon les Spock. Et on a bien sûr ce qui était le fer de lance à l'époque, les salades. Alors là, en saison d'hiver, évidemment qu'on a réduit les salades pour le profit des plats du jour. Voilà. Donc et bien sûr les desserts et des gourmandises tous les jours qui changent régulièrement. Donc on peut voir que l'offre est quand même relativement étendue. Par rapport à notre secteur d'activité qui est ce que l'on pourrait dire de la restauration rapide, mais au final en ce moment on est en train de se poser nous-mêmes les questions d'au final qu'est-ce qui est rapide dans notre restauration chez Spock, et en vrai on se rend compte que est-ce que chez Spock on fait de la restauration rapide quand on voit le temps que l'on passe pour réaliser tous ces plats du jour et toutes ces recettes, est-ce que c'est rapide? Peut-être pas. Quand on voit, oui, bien sûr, quand on voit le temps que passent certains clients dans les Spock parce qu'ils s'y sentent bien, c'est pas rapide. Donc, il y a pas mal de paramètres qui nous font dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus ou pas, je ne sais quoi dire par rapport à ça, de la restauration rapide.
quand on arrive à 6 heures du matin dans des cuisines, et parfois certains chefs arrivent même à 5 heures du matin pour faire la mise en place et pour concocter tous ces plats du jour, c'est pas rapide. Donc voilà. Ça a évolué. Ouais, je crois que ça alors, c'est pas que chez Spock, mais en tout cas, nous, on le ressent comme ça, quoi. Ça a beaucoup évolué. Tu parlais d'une collaboration avec une autre marque marseillaise, d'ailleurs, American Vintage. Tu peux m'en dire plus ? C'est une collaboration qui a débuté, si je dis pas de bêtises, il y a 2 mois. Et je n'en dis pas. On a débuté il y a 2 mois et l'idée, c'était de croiser 2 identités marseillaises assez fortes, donc American Vintage et Spock, pour pouvoir organiser des dîners dans les différents shops American Vintage dans les villes. Spock est présent aujourd'hui dans 13 villes en France et American Vintage bien plus, évidemment, mais toutefois, toutes les villes où sont présents American Vintage, il y avait un Spock et inversement. Donc, on a organisé des dîners et ensuite, on a organisé des fêtes dans le showroom d'American Vintage chez Spock. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de croiser les 2 identités, de réaliser des uniformes parce que je souhaite que chez Spock, tout le personnel soit en uniforme pour accueillir les clients. Donc, ils ont réalisé une blouse de travail, un tablier, un t-shirt, des tote bags. Ça nous a donné l'occasion de faire une grosse fête place Lully juste derrière nous et c'était un prétexte pour faire la fête et d'ailleurs c'était génial. Ensuite l'idée c'était de réaliser donc un ramen. Pourquoi un ramen? Parce que Michael Azoulay, le fondateur d'American Vintage, est un passionné du Japon, va régulièrement au Japon, je le suis aussi et puis on est Marseillais tous les deux, donc on a croisé les 2. C'est pas la première fois, je crois, que tu collabores avec des marques ou des personnalités. Ah non, c'est pas la première fois. On fait 2 collaborations par an, soit avec une marque, soit avec une personnalité. Voilà, il y a toujours, au départ, c'est d'abord humain, parce que c'est le fruit d'une rencontre que je vais faire avec le fondateur d'une marque, avec une identité forte. Mais comme je te disais, ça peut être une marque de prêt-à-porter, ça peut être, on a fait des collaborations avec des animateurs télé, on a fait avec des chanteurs. Bon, bref, on a fait des collaborations. Voilà, l'idée, c'est vraiment de croiser les talents et s'inspirer aussi de la personnalité de la personne avec qui on collabore. Et la prochaine qui arrive, on est très excités. On en reparlera. On en reparlera d'ici là possible. Et on a hâte, quoi. Ce qui est cool, c'est que tu gardes un regard hyper pétillant. Ça fait 15 ans maintenant, tu le disais presque, que tu bosses pour Spock. Mais en même temps, j'ai l'impression que tu arrives via Spock à allier plein de passions. L'architecture, la mode, la photo, ça se retrouve, on le disait, dans ces lieux. Est-ce que c'est le cas partout en France? Est-ce que tous les Spock se ressemblent, on pourrait dire, si on peut dire ça comme ça? C'est une question très pertinente et c'est bien que tu la poses parce que hier, typiquement, c'était le sujet de la réunion tous les lundis, avant-hier, pardon, tous les lundis, nous avons une réunion et c'était précisément le sujet de la réunion. C'est de dire aujourd'hui, ce que j'ai demandé à mon architecte, c'est que on reconnaisse Spock à travers les codes majeurs de Spock, nous identifier sur des codes, sur un simple coup d'œil, un simple regard, mais à la fois, ce que je souhaite, c'est que que chaque Spock soit différent. Chaque Spock ait sa propre identité. Chaque franchisé au sein de son Spock puisse revendiquer et s'exprimer soi-même et revendiquer le fait qu'il est unique. Et c'est ce qui, justement, va nous permettre et nous permet actuellement de ne pas être un restaurant de chaîne, entre guillemets. Ça, c'est selon moi très important. Et oui, ça passe par, bien sûr, des codes architecturaux très forts que l'on a, parce que chez Spock, on ne fait pas de la décoration, on fait de l'architecture. On prend des professionnels dans tout ce que l'on fait. Si on fait des photos, on prend un photographe. Si on fait des films, on prend une boîte de prod et avec un réal qui va faire des films. Quand on dessine des restaurants, on prend un architecte. On ne va pas chez Ikea pour ne le citer que, mais bon, bref, pour faire de la décoration, c'est véritablement de l'architecture. Voilà, c'est important. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, complètement. 14 ans après l'ouverture du premier Spock, tu penses que c'est quoi la recette du succès? La recette du succès, c'est la passion qui m'anime. Je crois qu'elle est, comme tu le disais, intacte.
elle est intacte et étrangement, elle se régénère parce que j'ai aussi une équipe, parce que je ne peux pas faire tout ça tout seul, bien évidemment. J'ai une équipe avec moi qui est extraordinaire et aujourd'hui, plus que jamais, derrière moi et qui me tire vers le haut. On se tire tous vers le haut. Donc la recette du succès, elle est d'abord au sein de l'équipe. On a des franchisés qui font partie, bien évidemment, de ce succès parce qu'ils véhiculent eux-mêmes au sein de leur point de vente et de leur restaurant tous les codes de Spock. Et ils le font tellement bien que ça fonctionne bien, du coup. Et puis, après, il faut être à l'affût, à l'affût et même, peut-être pas impulser, mais les tendances de demain et avoir une veille sur concurrentielle évidemment, mais surtout, je crois que c'est la sensibilité. Tu parlais d'architecture, tu parlais de photos. C'est naturel chez moi parce que je suis passionné de photos et je suis passionné d'architecture. Mais et également, on n'a pas parlé de musique aussi, mais chaque lieu, on propose une playlist. On met pas radio Chérie FM ou j'en sais trop rien. Bref, on ne met pas de radio. On fait appel soit à un producteur, soit à un label, soit un DJ professionnel entre guillemets, en clair, un professionnel dans la musique pour établir une playlist. Donc ça aussi, et tous ces éléments-là font le succès, quoi. Tu parlais tout à l'heure d'avoir toujours un quart d'heure d'avance. Tu as été précurseur en matière de restauration rapide, même si tu le disais, ça a évolué, c'est moins rapide aujourd'hui. Tu l'as été aussi concernant la green life, good life, le côté bio, bien manger, bien-être, healthy. Oui. Tu as conscience d'avoir été précurseur ? Alors, je te remercie parce que c'est un beau compliment. Je ne suis pas certain d'avoir été précurseur. Je pense que... Et puis, c'est aussi intéressant que tu me poses cette question parce que nous, on ne revendique pas le côté ici. En soi, je ne veux pas avoir l'image d'un restaurant qui sert des graines et où tu viens manger et quand tu sors, tu as faim. Non, mais le bien manger n'est pas forcément lié aux graines. Et typiquement, tu es parfaitement la cible. Donc, grande, mince, jolie. Tu te dis, bah, tiens, je vais manger chez Spock. Et je peux t'assurer que si tu manges une bonne blanquette de veau ou des bonnes lasagnes végétariennes qu'il y avait ce midi, ça sera tout aussi bien. Enfin, moi, je considère que ça va être mieux que de te servir. Je préfère te servir ce plat plutôt que te servir des graines de chia ou je ne sais quoi. Sous prétexte qu'il y a peu de calories dedans et que l'apparence est toute verte et on va s'appeler restaurant Ilsi. Ah non, surtout pas. En fait, nous, on n'est pas du tout Ilsi. Ilsi, c'est un phénomène de mode et nous ne sommes pas à la mode. Ça, c'est vraiment important. C'est pas possible. Moi, je veux pas rentrer dans ce schéma-là. Oh, tu fais bien de le dire. Quel regard porte le jeune garçon de 15 ans là, qui a quitté l'école si jeune sur ta réussite ? Je pense que à force d'acharnement et de perspicacité, mais lorsque tu as vraiment, c'est bateau ce que je vais dire, mais lorsque tu as vraiment des rêves et que tu veux vraiment aller au bout, que tu te donnes les moyens, ça fonctionne. Voilà. C'est le conseil que tu peux donner. Oui, c'est très bateau ce que je dis, parce qu'encore une fois, on n'a pas, c'est peut-être pas le sujet là maintenant, on n'a pas trop le temps de s'étendre, mais ça reste des phrases bateau, mais ce sont des phrases qui sont pour autant, qui ont fonctionné sur moi. Et j'étais très tôt, malgré le fait que je sois issu d'un milieu très modeste, je suis pour autant, j'ai été passionné, j'ai été acharné, et je suis passé par des périodes compliquées de l'âge de 15 à 20 ans, et même parfois un peu avant, mais dans cette période-là, il a fallu en effet croire en son rêve et se dire, et en son étoile entre guillemets, et se dire mais non, mais je vais y arriver, je vais m'accrocher, tu vois. C'est vrai que à l'époque, je suis pas bien vieux, mais quand j'ai débuté, donc comme je te disais, j'avais 15 ans et j'en ai 43 aujourd'hui, donc ça fait un bout de temps. On traitait les apprentis en cuisine, on les traitait pas de la même manière que ce que l'on traite aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs. Mais c'était donc ce traitement-là, il fallait être quand même, il fallait avoir
les nerfs accrochés. Il fallait vraiment s'accrocher à un projet futur pour dire non mais je vais rien lâcher en fait. Alors est-ce que aussi le fait que je vienne de ce milieu très modeste m'a permis de manière, si on pourrait dire de cliché, de dire c'est une revanche sur la vie. Bon, j'en sais rien en fait. Tu vois, je sais pas, mais tu as eu un peu plus de volonté que les autres, voilà. Peut-être que j'ai eu plus de volonté, je me suis plus que les autres, j'en sais rien. En tout cas, pour ma part, j'ai eu beaucoup de volonté. Je me suis donné beaucoup de moyens pour y arriver. Je peux vraiment t'assurer que j'ai mangé mon pain noir sur plein de projets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois, je préfère même pas entendre ce qui se dit autour de moi parce que bien souvent, peu de gens connaissent le quart de ce que j'ai pu vivre. Alors, je veux pas me positionner en tant que victime, tu vois, mais je veux dire, je l'ai vraiment pas volé, quoi. Ouais. Tu vois, je l'ai vraiment pas volé, et même chez Spock d'ailleurs, hein, mais ça n'a pas été rose tout le temps. On est passé par des périodes, comme tous les chefs d'entreprise, les entrepreneurs. Je suis passé par des périodes compliquées. J'ai dû gérer pas mal de complications, et j'ai jamais rien lâché. Voilà, donc je veux dire, j'ai vraiment, oui, je te disais, je faisais référence au pain noir, mais j'aime bien cette expression, mais et passe-moi l'expression, mais je l'ai bouffé, quoi. Tu vois, voilà, ça m'est pas tombé du ciel, quoi. La suite, tu la vois comment ? Je voulais savoir par là si tu t'imagines parfois faire carrément autre chose, te lancer dans un nouveau challenge ou continuer à développer Spock et alors oui. Oui, je vais faire autre chose. Oui, je vais faire autre chose. Je me vois certainement pas faire le même métier toute une vie. Je trouverais ça triste d'ailleurs. Et puis on parlait de passion tout à l'heure. Je suis un passionné et j'ai vraiment beaucoup de passion. On parlait de photos, on parlait d'architecture, on parlait de musique. Mes potes se foutent de ma gueule quand je dis que je deviendrai chanteur un jour. C'est vrai ? Tu chantes bien ? Non. Si. Non, je chante pas bien. Si. Non, je suis un chanteur de karaoké. J'adore ça. Et du coup, je vais te faire une confidence, mais je prends depuis peu des cours de chant parce que ça me plaît vraiment. Tu vois, certains prennent des cours de théâtre ou des cours de, j'en sais rien, de comédie. Moi, entre autres, j'ai décidé de prendre depuis peu des cours de chant parce que ça m'éclate, ça me fait du bien. Tu vois, quand je sors de ces cours, ça me fait du bien. Et je ris souvent en disant à mes potes, je deviendrai un jour une pop star. Et j'aimerais devenir moi aussi un chanteur. Bref, non, mais plus sérieusement, je trouverais ça triste que d'avoir un seul métier toute une vie. Donc, pour répondre à ta question, oui, j'aurai un autre métier plus tard et je ferai autre chose, c'est sûr. Mais dans un futur... Enfin, je veux pas être proche. Oui, pas trop tard d'ailleurs. Hein. Je suis encore jeune, donc je veux profiter de. Tu sais pas encore dans cette quoi. Jeunesse. Si, je sais à peu près. À part Rockstar. À part Rockstar. Non, mais c'est pour savoir. Pour l'instant, ça c'est un secret. Bon, on se reverra du coup. Ce sera encore l'occasion. Aïe, aïe, aïe. Mais oui. Ce sera encore l'occasion. Alors, est-ce que Marseille, d'une manière ou d'une autre, a joué un rôle dans ton parcours ? Marseille a joué un rôle dans mon parcours. Je crois que oui, parce que. Je crois que c'est Montand qui disait que si tu réussis à Marseille, tu peux réussir dans le monde entier. J'en suis pas certain. Ouais, j'avais entendu ça, ouais. Et Montand disait ça. Tu sais, c'était à l'époque, ça faisait référence à l'Alcazar. Et apparemment, à la place de la bibliothèque, en lieu et place, il y avait le théâtre de l'Alcazar. Et Montand, qui était un des premiers, visiblement, à jouer à l'Alcazar, disait celui qui réussit à l'Alcazar peut réussir dans le monde entier. Parce que le public marseillais est réputé difficile. C'est ça, absolument. Oui, c'est ça. Et puis cette phrase a résonné en moi pendant vraiment longtemps et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et je me dis que Marseille a d'une manière indirecte et même peut-être même directe, mais a beaucoup compté dans mon parcours et encore aujourd'hui. On a tellement de richesses dans cette ville que et je crois on a beaucoup de choses à donner, tu vois, et beaucoup de générosité à transmettre et à donner, voilà. Tu disais que tu vivais une partie de ton temps à Paris. Oui. Tu pourrais ne plus vivre ici du tout ou pas ? Non, je pourrais pas. Tu pourrais pas. J'ai réalisé ça depuis peu. J'ai réalisé ça depuis 1 an à peine. À un moment, quand je me suis vraiment installé à Paris, enfin vraiment installé, donc 1 semaine sur 2, mais je débordais même parfois pour y rester. Je trouvais des prétextes pour y rester.
je me suis dit, j'ai vraiment envie de vivre à Paris. Donc, il va falloir que je m'organise avec les enfants. J'ai vraiment envie de vivre ici, à Paris. Et depuis quelques mois, en fait, je me suis dit non, c'est pas possible. Je sais pas, je comprends. Chronologiquement, j'arrive pas à observer le déclic. Je te dis 8 mois, ça peut être 10 mois, j'en sais trop rien, tu vois. Mais je me suis dit, en fait, non, je pourrais pas. Ça me manquait, ça a commencé à me manquer terriblement à partir du jeudi, vendredi, quand j'arrivais à Paris le lundi, et je ressentais ce manque, mais tu sais, c'était viscéral, quoi. C'est dingue à exprimer, et je ressentais, j'avais besoin de redescendre à Marseille, d'être proche de mes amis, bien sûr de mes enfants, mais d'être proche de mes potes. Il me manquait d'être proche. Je suis au cercle des nageurs, donc j'avais besoin de retourner au cercle, de prendre ce soleil, d'aller prendre ce bain, et toutes ces petites habitudes que l'on a, tu vois, voilà, j'avais besoin de ça, de ces apéros qu'on a, voir les potes et tout, voilà. Quelles sont tes adresses fétiches quand tu es ici? C'est pas très original parce qu'on a tous les mêmes aujourd'hui, mais quand même, il faut quand même le dire. Alors, en matière de quoi? Tu veux dire ça peut être resto, boutique, ça peut être resto, mode, musique. Ouais. Écoute, bon, resto, évidemment, c'est un raccourci, ça va vite, mais la mercerie, pour moi, est très clairement un des meilleurs restaurants qu'on ait à Marseille, voire outre Marseille même, hein, évidemment à Noailles, bien sûr, l'épicerie idéale, et là aussi font un boulot extraordinaire. Ensuite, et là pour Yima, donc, et je vais beaucoup chez Yacine manger en face de l'épicerie idéale, le tunisien, le couscous. On m'en parle beaucoup d'Yacine, il va falloir que je teste. Mais il faut que tu testes. Et je suis oriental. Ma mère, j'ai été élevé avec le couscous, et un méditerranéen, donc je mange le couscous. Voilà. Donc Yacine fait un couscous parfait, j'adore. Voilà. Donc il y a ces adresses-là. Après, j'aime bien aller chez Matière Brute. C'est un resto que j'aime beaucoup aussi à Bompard. Je trouve qu'ils font les choses, les choses. J'aime pas le mot chose, pardon. Et qui font du bon boulot, et c'est très bien ce qu'ils font. Ils ont une attention sur plein de détails, et qui passent pas à côté. Après, les grands classiques, Otto, la Cantinetta, évidemment, voilà. Mais très resto, hein. Ouais, très gourmand. Pour être honnête avec toi, quand je suis à Marseille, je sors peu et de moins en moins. Et tu profites de tes enfants. Oui, voilà. Et des dîners à la maison, et d'aller dîner chez des potes. Donc, je sors beaucoup à Paris, et à Marseille, je calme un peu. Et après, je vais très, très souvent manger chez Grégoire à la Relève, et à l'Abbaye. Chez Greg aussi, pardon, les deux Greg. Il y a Sessoun Alma qui vient d'ouvrir, qui aussi est une très bonne cantine. Et puis ensuite, bon, voilà. C'est déjà énorme. C'est déjà pas mal. Pour celles et ceux qui nous écoutent, et qui du coup rajoutent à leur petit pour carnet. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont pas à Marseille, ou même qui le sont d'ailleurs, ce qui serait intéressant de saluer, et ce qui serait intéressant de noter, c'est aussi des concepts dans la mode qui viennent de se créer à Marseille, qui se sont créés il y a quelques temps à Marseille, et qui font de belles choses aussi. Je pense, le premier à qui je pense, c'est évidemment Jogging. Charlotte et Olivier, qui font vraiment un boulot extraordinaire, et il faut vraiment encourager ce travail-là. Le pilier, comme Alain Joseph, qui fait du bon boulot aussi. Lully, Anne avec Gaëtan, qui n'arrête pas d'ouvrir et qui excelle, et c'est très bien. Enfin, je trouve ça génial ce qu'ils font aussi. Et Goudron, enfin voilà, toutes ces adresses qui se montent là récemment dans le centre-ville, et qui nous font du bien à nous dans le centre. Voilà, ça c'est important. Ça fait bouger le centre. Ouais, ça fait bouger le centre-ville, ça donne une belle image, et c'est des acteurs aujourd'hui qui sont devenus indispensables, et j'espère que ça va aller en croissance positive pour eux, quoi. Alors, pour évacuer le stress, parce que j'imagine que t'en accumules pas mal avec tout ça, tu disais que tu chantais. Est-ce que tu fais un peu de sport aussi? Je fais du yoga. Voilà, ma question était orientée. Avec qui tu fais du yoga? Avec qui j'en fais? Oui. Je fais du yoga Bikram, et dernièrement, elle le sait, je pense que c'est pour ça que tu me poses la question. Et oui, on va parler de Victoire. Ouais, on va parler de Victoire. Et déjà, j'aimais beaucoup le personnage, et j'adore maintenant le prof de yoga, et je trouve cette fille géniale, et
et je fais du yoga à Paris, j'ai fait du yoga quand j'étais au Canada, au Japon, bon, bref, j'en ai fait un peu de partout. Et là, tu sais, je décale, c'est ce que je lui disais la dernière fois, elle donne des cours, le lundi soir, et je décale mon départ à Paris pour... je ne rate jamais sa séance maintenant le lundi soir, et en plus, je suis très heureux parce qu'elle a annoncé qu'elle faisait le samedi désormais. Donc voilà, donc c'est en plus du vinyasa, ça me fait faire autre chose que du Bikram. Donc oui, je fais du yoga et ça me fait le plus grand bien. Je crois que je pourrais pas m'en passer. Je pourrais plus t'en passer. C'est ma prof aussi. Félicitations. Et au-delà de ça, c'est mon amie, mais c'est ma prof de yoga. Et elle est extra, et on va la citer et la taguer et faire tout ce qu'il faut. Alors, pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Je voudrais des réponses spontanées, ce qui te vient. Si Marseille était une image. J'imagine que tu vas me répondre oui. Est-ce que tu vois Marseille par la mer, par exemple, quand tu rentres du Belge, tu sais, en fin de journée, ou voilà. Et tu as une vision de Marseille, ça me fait toujours le même effet. Je trouve extraordinaire la vision de la mer. Donc, quand tu es sur un bateau et que tu vois Marseille de la mer au niveau du milieu de la corniche, quoi. Voilà, c'est une image extraordinaire. Donc voilà, ça serait celle-ci. Si Marseille était une chanson. Je danse le Mia spontanément parce que j'ai vécu je t'assure que c'est vrai, j'ai exactement vécu et j'ai même été dans le club où a tourné Ayam son clip à l'époque. J'y allais à titre perso pour aller danser là-bas, comme on dit, quand j'étais gosse. Et du coup, ça serait Je danse le Mia. C'est parfait, c'est exactement ça. Si Marseille était un film. Corniche Kennedy, j'ai adoré ce film. Je trouve que c'est un film très solaire, hyper lumineux, et les comédiens étaient amateurs, mais je trouve que ça fonctionnait hyper bien, et j'ai adoré ce film. Ton expression marseillaise préférée? Alors, c'est ça va. On me dit toujours... Et ça va pour tout. Voilà, et ça va. Mes potes à Paris se foutent de ma gueule pour et ça va, et pour une autre qui, en fait, les on dit ro. À Marseille, on ne dit pas redescendre, retourner. Voilà, on s'en rend pas compte. Et encore une fois, à Paris, on se fout de ma gueule. Et aujourd'hui, c'est devenu une blague. Et même mes potes à Paris ne disent plus et ils disent ro. Voilà. Et on se dit ro. Et à Marseille aussi, c'est devenu, on ne dit plus re. Le ça va, il faut l'expliquer un peu parce que c'est pas ça va comme salut, ça va. Le ça va, on le dit vraiment pour tout genre. On se retrouve à 14h. Oui, ça va. Voilà. Oui, mais ça n'a aucun sens pour les non-marseillais, on est bien d'accord. Oui, nous sommes d'accord, et même quand tu dis à quelqu'un comment tu vas, il dit ça va, c'est que dans le sud qu'on dit ça, c'est qu'à Marseille, on le voit pas ailleurs. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc on le fait fonctionner pour tous les usages, quoi. C'est marrant. On adore. Christophe, merci 1000 fois de m'avoir consacré un peu de ton temps. C'était un plaisir. Merci, Caroline. Merci à la Podcast Factory qui m'accompagne depuis plusieurs mois maintenant. Et à vous qui nous écoutez, je rappelle qu'il est important de vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes et me laisser des commentaires et des avis 5 étoiles sur iTunes. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. À la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien. Merci.